Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie perso, mais bon, on va dire que c'est un peu le gros bordel à plein de niveaux. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de faire de vidéo, mais bon, on va faire un petit tour du côté de l'actu. En coulisses, je prépare aussi également pas mal de reviews de GPU plus ou moins anciens. Ça va venir, mais c'était aussi beaucoup de boulot, puisqu'en gros, je teste sur environ 40 jeux, dans plusieurs résolutions différentes et également dans plusieurs niveaux de détails différents. Ça prend du temps. Mais bon, du coup, on va faire un petit tour du côté de l'actu, on va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment du côté CPU, du côté GPU, principalement. On y va, c'est parti. Et donc on commence avec Nvidia et l'annonce officielle de la 2072 Go. Alors j'avais enregistré une bonne partie de la vidéo juste avant que l'annonce officielle soit faite, du coup je reviens dessus puisque j'ai le temps de le faire. On confirme grosso modo ce qu'on avait déjà entendu par le passé, c'est-à-dire une annonce pour cette 2072 Go le 1er décembre pour une sortie le 7. Donc c'est bien confirmé. Par contre, ce qui est intéressant avec cette annonce ici, c'est les propos d'Nvidia déjà. En gros, on nous explique la carte est présentée comme une version premium de la 2060 d'origine, ce qui veut dire que le prix aura un premium aussi. Alors j'ai envie de dire, dans le marché actuel, c'est pas vraiment surprenant. Et selon Videocards, ils s'attendent à un prix avoisinant les 350 $. Ce qui, dans le contexte actuel, c'est plus cher que la 3060 par exemple. Mais dans le contexte actuel, 350 balles pour une 2060 super entre guillemets, on va le voir juste après. C'est pas non plus horrible. Et autre point intéressant dans l'histoire, c'est qu'on aura le droit à un modèle Founders Edition, ce qui veut dire que très probablement, au moment de la sortie de la carte, on devrait avoir un drop, par exemple chez LDLC, qui devrait proposer cette nouvelle ancienne référence. Donc bon, ça devrait être aussi du coup la moins chère des Founders Edition actuelle sur toute la gamme complète d'NVIDIA, puisque actuellement la moins chère des cartes Ampère, c'est la 3060 Ti, puisque pour rappel, la 3060 n'a jamais existé en modèle Founders Edition. Malgré tout, on n'a pas eu de prix officiel pour l'instant, ça reste une inconnue. Je ne m'attends pas à ce que les modèles partenaires aient un prix hyper intéressant au moment de la sortie, mais c'est très probablement malgré tout au moment de la sortie que les prix seront les moins élevés. Sinon, au niveau des specs, c'est effectivement une 2060 avec le double de RAM et avec le même nombre d'unités de calcul que la 2060 Super. La grosse différence entre la 2060 Super et la 2060 classique, c'était le nombre d'unités de calcul qui passe de 1920 à 2176, donc une légère augmentation, et également le bus mémoire qui à l'époque passait de 192 bits pour la 2060 classique à un bus de 156 bits pour la 2060 Super. Pour rappel, la taille du bus mémoire influe directement sur la capacité de mémoire, puisque les deux sont liés. Avec un bus 192 bits, on est sur du 3, 6, 12, là où un bus 256 bits, on est sur 4, 8. Donc ici, autant sur la 2060 Super, on avait 8 Go de RAM, ici, on se retrouve avec un bus mémoire plus serré que sur la 2060 Super, donc des performances probablement situé entre la 2060 classique et la 2060 Super, même si très probablement plus proche de la 2060 Super au global. Et l'autre point très important dans l'histoire, c'est que la 2060 Super, si vous vous souvenez des tests au moment de la sortie de la 3060, la 2060 Super est vraiment très proche de la 3060 que l'on connaît et qui est sortie en début d'année. Donc bref, au niveau performance, pas de grosses surprises à attendre. La seule vraie différence notable au niveau des performances, je pense, par rapport à la 3060, ce sont les performances en ray tracing. Mais bon, de toute façon, déjà de base sur la 3060, les performances en ray tracing, c'est quand même pas l'extase. Sur la 2060, 12 Go, ce sera pire, sans surprise. Heureusement, malgré tout, il y a bien le DLSS sur Turing. C'était la première architecture RTX, en plus de toutes les autres fonctionnalités RTX également, bien entendu. Du coup, pourquoi est-ce qu'NVIDIA nous ressort une vieille architecture à l'heure actuelle? À part si vous vivez dans une caverne,
Vous êtes sûrement au courant qu'il y a une grosse pénurie de GPU à l'heure actuelle, et ressortir Turing, ben, ça permet à Nvidia d'avoir une autre ligne de production sur le 12 nanomètres de chez TSMC, là où actuellement pour Ampère ils sont sur le 8 nanomètres Samsung. En gros, ça pourrait peut-être permettre de fournir quelques cartes en plus sur le marché retail. Donc bref, hein, je pense qu'il sera très compliqué de s'en procurer, d'autant plus que les 2000 ne sont pas LHR. Alors même si le LHR n'est plus aussi efficace qu'à une certaine époque, et voire complètement nullifié à l'heure actuelle, ça a resté un argument en défaveur des mineurs de crypto-monnaies. Bon bah ici, ils pourront y aller sans trop de problèmes, hein. De toute façon, c'est pas ça qui les stoppait, quoi qu'il arrive. Malgré tout, ça reste une alternative intéressante au 3060 d'NVIDIA ou au 6600 XT d'AMD, puisqu'on est grosso modo dans le même niveau de performance, et très probablement au niveau du tarif aussi. Les 6600 à l'heure actuelle, on les trouve aux alentours des 500-550 balles, ce qui est un prix dégueulasse, on est bien d'accord. C'est le marché actuel. Je ne conseillerais jamais d'acheter ce type de carte à ce tarif-là. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, je dirais, bah, vous faites comme vous pouvez. Donc bref, sortir de vieilles cartes en utilisant de vieilles lignes de production pour essayer d'endiguer un petit peu la pénurie actuelle au niveau approvisionnement GPU, j'ai rien contre, hein. Si AMD nous sortait une pelletée de RX 570 ou 580 en 4 Go à l'heure actuelle pour satisfaire la demande des joueurs en 1080p, c'est cool, ça n'arrivera pas, mais ce serait bien. Voir arriver de la 2060, 12 Go, bon, en vrai, ils auraient juste pu ressortir la 2060 Super, ça aurait satisfait tout le monde aussi, hein. Bon, pourquoi pas, au global, hein, c'est pas une mauvaise idée, après, on verra ce que ça donnera au niveau du prix. En vrai, ils auraient pu ressortir toute la gamme Turing, si c'était disponible en grosse quantité, et que ça aurait permis d'avoir des prix un petit peu plus raisonnables, ça aurait été bénéfique pour tout le monde. Bon, bah c'est déjà une option de plus, et c'est aussi une carte en plus en Founders Edition, maintenant à voir son prix réel quand ça arrivera. On continue toujours chez Nvidia où on entend parler aussi des RTX 3050, alors on en avait déjà entendu parler il y a quelques temps. On y revient, hein, du coup ça se précise, ça semble être prévu pour deuxième trimestre 2022, tout comme les futurs ARC 128 d'Intel. Alors oui, Intel a bien prévu plusieurs GPU pour une gamme avec plusieurs cartes, hein, ça paraît logique. Donc on aurait bien le DG2 512, on aura aussi le DG2 128, qui aurait 6 Go de RAM avec un bus mémoire 96 bits et 1024 FP32 corps, donc 1024 unités de calcul. Et au niveau des performances, apparemment, on se situerait un petit peu au-dessus de la 1660, qui elle-même n'est pas si loin derrière de la 2060 classique. Donc ce qui veut dire que cette 3050, ben, elle devrait avoir des performances qui se situent un petit peu entre les deux. Exactement comme Intel Arc A128, hein, que l'on pressent à ce niveau de performance également. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de la puce d'Intel, c'est qu'aux dernières rumeurs, Intel, à la base, avait prévu de rendre cette carte très agressive au niveau du prix, puisqu'on l'attendait à moins de 200 balles. Dans le marché actuel, ce serait une bouffée d'air frais pour les petites configs, hein, on est bien d'accord. Une carte aux alentours de ces performances-là, à ce tarif-là, c'est ok. Mais on a aussi AMD hein, qui nous prévoit sa 6500 XT, voire les 6400 même. Le Navi 24, qui n'est pas encore sorti, qui était aussi prévu depuis un bon moment, ça c'est prévu pour premier trimestre 2022. Donc AMD devrait dégainer en premier dans cette gamme-là. Alors après, dans quelle quantité, à quel prix, ça c'est la question. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'AMD et Nvidia tout d'un coup se souviennent qu'il y a un marché sur le bas de gamme et qui est en manque de cartes depuis maintenant environ un an? Ben, c'est l'arrivée d'Intel. C'est tout simple, hein. Vu qu'Intel va très probablement vouloir gagner en part de marché dans un premier temps, plus que de faire de gros bénéfices, même s'ils peuvent faire les deux en même temps, ils vont pas se priver, on se doute que des Intel Arc 128, il va y en avoir probablement en grosse quantité, probablement plus que les modèles plus haut de gamme. Et donc, Nvidia et AMD ont tout intérêt à essayer de contrecarrer l'arrivée d'Intel sur ce marché en sortant enfin leur carte bas de gamme. Pour rappel, au plus on utilise des puces petites, comme sur ces cartes entrée de gamme, au
plus on peut en produire sur une même galette de silicium. Et qui dit puce plus petite dit aussi moins de pertes, et qui dit moins de pertes dit aussi beaucoup plus de cartes potentiellement sur le marché si Nvidia, AMD et Intel décidaient de faire beaucoup de puces d'entrée de gamme. Mais bon, vous vous doutez bien que depuis l'année dernière, les marques n'ont aucun intérêt à alimenter ce marché-là, puisque toutes les cartes plus premium, toutes les cartes sur le haut de gamme se vendent à des prix absolument délirants, ça tout le monde est au courant. Donc il n'y avait pas vraiment intérêt pour qui que ce soit de casser la baraque et d'inonder le marché de GPU, autant alimenter la pénurie. D'ailleurs, en passant, Intel avait bien dit dans un premier temps qu'il y aurait bien des cartes ARC sur les étals au premier trimestre 2022, ce qu'ils n'ont pas précisé. Par contre, c'est que ce serait dans un premier temps apparemment sur les PC portables et non pas pour les PC de bureau, puisque les cartes pour PC de bureau sont pressenties pour arriver au deuxième trimestre. Donc dans un premier temps, la sortie de ARC se fera sur PC portable. C'est un petit peu dommage, c'était un peu le cas, on aurait bien aimé que ce soit l'inverse. Mais ça fait aussi partie de la stratégie d'Intel, puisqu'Intel a décidé de mettre un grand coup, c'est là où ils vont faire le plus gros push, c'est sur les PC portables. Pourquoi? Eh bien c'est parce qu'Intel peut faire des bundles. C'est là-dessus qu'ils vont travailler le plus. Ils vont être probablement très agressifs. Intel, sur les PC portables, ils sont largement majoritaires, ils sont leaders, enfin au niveau des ventes. Et Intel, dans le monde du PC portable, ils ont beaucoup de partenaires avec qui ils travaillent très bien, et c'est d'ailleurs leur plus grande force. Autant Nvidia, par exemple, a une très bonne image au niveau des acheteurs, au niveau des joueurs sur les PC. Enfin, les relations entre Nvidia et ses partenaires, un petit peu tendu, et il y en a beaucoup qui seraient très très heureux de pouvoir passer par quelqu'un d'autre comme Intel pour pouvoir vendre beaucoup plus de matos et pour ne plus avoir affaire avec Nvidia s'ils le peuvent. Ce sera très probablement pas le cas dans un premier temps, mais c'est aussi un gros danger pour Nvidia sur le marché des PC portables d'avoir Intel qui débarque, puisque ça pourrait faire très mal, principalement à cause de ces packages PC portable, processeur, carte mère, carte graphique, un truc full Intel. C'est probablement ce qu'AMD devrait faire également, mais AMD n'a pas la même force sur le marché du PC portable. Ils ont réussi une entrée un peu plus consistante dernièrement, mais on est quand même très très loin de ce que fait Intel depuis des années. Enfin bref, toujours chez Nvidia, on a aussi plusieurs cartes qui sont censées arriver d'ici peu. On entend toujours parler de la RTX 3090 Ti, bon, on a déjà assez parlé, ça sert à rien. On a aussi la 3080 12Go qui est également prévue pour janvier, la RTX 3070 Ti 16Go janvier aussi, la RTX 3050 deuxième trimestre et la 2072Go la semaine prochaine. Alors, on avait déjà entendu parler de toutes ces cartes, en fait, rien de vraiment nouveau et rien de vraiment passionnant non plus. La seule chose que vont faire ces cartes, c'est faire monter les prix encore une fois, puisque toutes ces cartes vont très probablement être vendues plus cher que les modèles actuels, bien évidemment. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'NVIDIA ne leur donne pas le nom Super, puisque les cartes RTX Super sur la génération précédente, ça voulait dire une baisse de prix. On n'est pas spécialement dans un marché où il y a des baisses de prix pour l'instant, du coup, le suffixe Super n'apparaît pas, mais c'est bien un refresh qui ressemble énormément, du coup, on aura juste des cartes avec plus de RAM. J'ai envie de dire telles qu'elles auraient dû sortir dès le début quasiment. Donc bon, à la louche, la 3090 Ti, on devrait se rapprocher de plus en plus des 2000 balles au tarif officiel. La 3080 12Go, je la vois bien aux environs des 1000 balles. La 3070 Ti, elle, je la vois bien prendre la place complètement de l'ancienne 3080, voire pourquoi pas un prix officiel à 800 balles. La 3050, si elle est à moins de 250 balles, ce sera beau. Et la 2072 Go, ça on va attendre, c'est dans plus très longtemps. Sinon, en repassant Intel, ils ont bien une roadmap au niveau GPU qui va jusque 2025, donc il y a bien 4 architectures de prévues déjà maintenant, et Intel apparemment vont aller assez vite. La deuxième architecture, donc on aura Alchemist en début d'année, cette année, enfin l'année prochaine, on aurait Battlemage pour 2023, début 2023 apparemment, donc cette première génération de GPU d'Intel ne devrait pas rester sur le marché hyper longtemps, c'est une affaire de quelques mois, et Intel apparemment
ont décidé d'enchaîner. Donc Intel est là pour rester. Bon, ils sont pas encore rentrés, mais ils vont rester quand même. Et c'est pas une mauvaise chose. Alors c'est pas une mauvaise chose puisqu'effectivement la concurrence a du bon, hein, preuve en est, puisque si on prend un exemple chez Micro Center aux États-Unis par exemple, eh bien on voit que tous les Ryzen 5000 sont en baisse de prix. C'est une réponse non officielle très probablement d'AMD à la nouvelle génération d'Intel. Et on voit, hein, qu'il y a quand même des prix beaucoup plus intéressants qu'ils ne l'étaient par le passé. On voit par exemple que le 5800X est à 330 balles, le 5700G à 280, le 5600X à 250 et le 5600G à 220. Alors c'est beaucoup mieux qu'avant, hein. Il y avait des deals, personnellement j'étais pas fan, par exemple les 5000G que j'avais testé au prix officiel de lancement, c'était pas spécialement de très bons deals à mon sens. Ici ça devient quand même beaucoup mieux. Ce sont de bons processeurs, hein, mais je trouve qu'ils étaient trop chers. Tout comme quasiment toute la gamme 5000, hein. Là, quand même, on a des prix beaucoup plus intéressants au global, donc ceux qui cherchent à faire un upgrade, bah, ils ont probablement tout intérêt à attendre. Mais si on prend l'exemple du Black Friday, on aurait par exemple le 5900X chez Cdiscount, il me semble, à environ 480 €, donc c'était des prix relativement proches de ceux-ci. Et encore une fois, hein, AMD a tout intérêt à baisser ses prix avant l'arrivée des cartes mères moins chères chez Intel, pour leur nouvelle génération, ainsi que les modèles de processeurs moins chers tels que les 12400 et compagnie. Il faut frapper maintenant, hein, tout simplement, pour garder ceux qui sont déjà sur une plateforme AM4. Des prix pareils, c'est plus intéressant que de passer sur la concurrence pour au final pas grand chose de plus la plupart du temps. D'ailleurs, en passant, hein, au niveau des ventes d'Alder Lake, ce qui ressort, hein, depuis la sortie, ben, c'est que c'est quand même assez mitigé au niveau des chiffres de vente. Ça a quand même pas l'air de faire un carton. Si on prend les chiffres en Allemagne, alors il y a quelqu'un sur Twitter qui traque un peu ça depuis quelques semaines, hein. C'est ce qu'il fait la plupart du temps d'ailleurs. Il regarde un petit peu comment ça se vend en Allemagne au niveau du matos, que ce soit les cartes mères, les processeurs ou les cartes graphiques. Et ce qui ressort, hein, ben, c'est que les Ryzen sont encore extrêmement majoritaires au niveau des ventes en Allemagne. C'est relativement ce qui ressort aussi en France d'ailleurs. Les processeurs d'AMD se vendent toujours bien mieux que les processeurs Intel à l'heure actuelle. Et on le voit d'ailleurs ici, hein, le premier Core 12000 qui se vend le mieux à l'heure actuelle, ben, c'est le 12600K. Sans surprise, hein, c'est le plus intéressant, mais ils n'en ont vendu que 50 sur la semaine dernière. Ce qui est pas foufou, on va pas se le cacher. Là où, au niveau AMD, ben, c'est un petit peu la fête, hein, encore une fois, et même les vieux corps 10 et 11 se vendent mieux que les 12600K. Alors je pense qu'il y a eu plusieurs problèmes, hein, sur le lancement d'Alder Lake. La communication n'était pas terrible, le fait d'avoir beaucoup mis en avant le 12900K, il y a des problèmes de consommation, hein, ça c'est une certitude. Il ne concerne que le 12900K, hein, le reste de la gamme au niveau consommation c'est tout à fait correct. Bon, il y a l'histoire de Windows 11, il y a l'histoire de la DDR5, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui semble ignorer qu'on peut faire une config Alder Lake en DDR4 et que ça n'a pas un impact horrible sur les performances dans l'ensemble. Ça reste très bon. D'autant plus, hein, que la DDR5, il y en a plus. Il y en a plus, c'est la grosse pénurie également. Les kits qui restent se vendent à des prix absolument délirants sur eBay. On a plus de 2000 balles, hein, il me semble, enfin, c'est absolument n'importe quoi. Mais bon, un 12600K, quand il y aura des cartes mères un petit peu moins chères en DDR4, c'est une très bonne plateforme, c'est de très bons processeurs, le prix est ok, même si la AMD, s'il y a un repositionnement plus global qu'on retrouvera dans toutes les boutiques, que vous preniez un Ryzen 5000 ou un Core 10, 11 ou 12000, hein, de toute façon c'est du bon matos dans l'ensemble. Donc prenez ce qui vous plaît au niveau processeur, au tarif qui vous plaît. Dans les grandes lignes, quand c'est pour jouer, il n'y a pas besoin d'acheter le truc le plus cher au monde. Toujours chez Intel, au niveau des processeurs 12000, on entend parler des i3 12100 qui devraient avoir des performances tout à fait correctes, hein, puisque sur les modèles de pré-série, hein, les IS, les Engineering Sample, on est apparemment déjà au niveau des Ryzen 3300X. Bon, alors il faut aussi savoir qu'AMD n'a pas fourni de quad-core depuis cette époque-là, on n'a pas eu de quad-core en Ryzen 5000. Et c'est un petit peu un problème, hein, dans la gamme AMD actuelle, ben, c'est qu'on n'a rien sur l'entrée de gamme. Et c'est totalement délibéré de la part d'AMD, que ce soit au niveau des cartes graphiques ou des processeurs, de mettre plus en avant les modèles premium plus chers.
Encore une fois, hein, aucun intérêt d'inonder le marché avec du matériel pas très cher, autant vendre ce qui se vend très bien de toute façon à prix très élevé, ça fait plus de marge. Mais bon, dans le cas ici d'Intel, on aurait bien le 12100 qui serait un 4 corps 8 threads. Alors autant pour du gaming, 4 corps à l'heure actuelle c'est un petit peu borderline, autant pour tout ce qui est plus léger, bureautique et compagnie, ça peut encore largement faire le boulot, hein. On n'a même pas besoin du tout de ce type de processeur là pour la plupart des applis. Mais bon, c'est bien que ça arrive, les prix doivent être intéressants. Maintenant, pour Intel, il est quand même urgent, entre guillemets, de fournir des cartes mères moins chères que celles en Z690 pour que vraiment les gens passent le pas hein, vers Alder Lake s'ils ont envie d'en vendre un petit peu plus. Et d'ailleurs, hein, AMD est déjà en train de préparer sa réponse à ces Core i3 avec Renoir X. Alors, Renoir X, en fait, ce sont des Ryzen 4000G. Souvenez-vous, hein, les Ryzen 4000, c'est un petit peu les précurseurs des Ryzen 5000G que l'on a actuellement, puisque les Ryzen 5000G ne sont qu'une légère évolution des Ryzen 4000. Ce qui est important ici à retenir, c'est qu'en fait ce seront des Ryzen 4000 mais sans la partie graphique. Ce qui est un petit peu dommage, hein, puisque du coup il faudra rajouter le prix d'un GPU, alors qu'il était déjà plus ou moins intégré ici. Mais sortir des Ryzen 4000G sur PC de bureau, ça concurrencerait peut-être un petit peu trop les Ryzen 5000G au goût d'AMD, puisque la différence de performance pour du gaming brut est pas énorme. Donc bon, pourquoi pas, hein, ça serait enfin peut-être des processeurs moins chers dans la gamme d'AMD, puisque jusqu'ici, le moins cher, c'était le 5600G, qui était aux environs des 300 balles. Les Ryzen 3000, même si ils sont encore disponibles au compte-gouttes, principalement, quasiment uniquement des 3600, et ils se font de plus en plus rares, et les prix sont de moins en moins intéressants, donc sortir du Renoir, pourquoi pas, hein. Et pour terminer, on va aborder rapidement le DLSS 3 et le FSR 2, dont a parlé dernièrement RGT, Red Gaming Tech, c'est une chaîne YouTube, hein. Vous pouvez aller regarder la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Mais grosso modo, ce qu'il dit dans sa vidéo, hein, c'est qu'il y a bien une nouvelle version du DLSS qui devrait débarquer très probablement aux alentours du lancement des RTX 4000, voire avant si besoin est, et qu'également AMD préparerait également un FSR 2.0, puisqu'évidemment actuellement on avait le 1.0. Donc pour le DLSS 3, en gros, ce qu'il raconte, hein, c'est que le DLSS 3 permettrait en grande partie d'améliorer encore le DLSS actuel. On l'a vu qu'au fil du temps déjà le DLSS 2 s'était aussi grandement amélioré au fil des révisions de celui-ci. Mais ce qui serait vraiment intéressant avec le DLSS 3.0, c'est qu'il permettrait d'améliorer encore les performances en ray tracing en prenant un petit peu plus en compte certaines opérations dans les calculs et dans l'upsampling, ce qui permettrait du coup d'améliorer encore les performances des RTX dans ce domaine avec le DLSS d'activer. Avec aussi, hein, comme d'habitude, une amélioration au niveau du ghosting, au niveau des artefacts possibles qui arrivent quand on utilise le DLSS, avec une amélioration constante du machine learning qui est fait pour faire le DLSS. Et pour le FSR 2.0, ce qui ressort aussi grandement dernièrement, c'est que celui-ci prendrait une route relativement similaire au DLSS d'NVIDIA, mais aussi du XeSS d'Intel qui devrait aussi débarquer incessamment sous peu au moment du lancement de la nouvelle architecture GPU d'Intel. Pour rappel, hein, le FSR actuel, ça a des faiblesses et des forces. Les forces, c'est que c'est compatible avec quasiment tous les GPU existants. La faiblesse, c'est qu'au niveau de la qualité d'image, autant quand on l'utilise en 4K, c'est très bien. Par contre, au plus on descend en résolution, au plus l'image avait du mal à rester propre. Là où le DLSS et le XeSS qui vont arriver ont une reconstruction de l'image plus poussée. Le FSR 2.0 devrait en toute logique s'inspirer du DLSS et du XeSS à ce niveau-là. De toute façon, je pense que les trois marques se dirigent plus ou moins vers une approche similaire dans les grandes lignes. Ce qui est une bonne chose dans l'ensemble, c'est que ce futur FSR et le XeSS ont une approche plus ouverte que le DLSS, qui est du coup réservé toujours à NVIDIA. Du coup, le FSR 2.0
devrait être, à ce qu'il paraît, optimisé pour RDNA 3, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas sur RDNA 2 ou sur d'autres GPU. Tout comme le XeSS d'Intel est optimisé pour les futures puces d'Intel, mais devrait aussi fonctionner sur les autres GPU des autres marques, avec des performances au niveau de l'accélération un peu moindres, très probablement. Par contre, au niveau de la qualité d'image, c'est pas dit que ce soit moins bien. Donc XeSS et FSR2, ça semble se rapprocher grandement au niveau de l'idéologie et de la façon de faire. Par contre, Nvidia devrait conserver un avantage certain sur ses propres GPU. Et apparemment, le DLSS 3.0 serait une composante très importante pour Nvidia pour sa future génération de GPU. Puisque pour rappel, selon toutes les rumeurs de plus en plus persistantes d'ailleurs, actuelles au niveau de la future génération d'Nvidia, c'est qu'AMD devrait être devant au niveau des performances brutes. Au niveau du ray tracing, il n'y a rien de sûr pour l'instant. AMD pourrait très bien revenir dans la course de belle manière. Nvidia pourrait aussi conserver un avantage à ce niveau-là. Du coup, appuyé par ce futur DLSS, la future génération de GPU s'annonce de toute façon intéressante. Encore une fois, pour rappel, on annonce minimum 2 fois les performances de la génération actuelle. On verra bien si ça se concrétise. Vu tous les bruits que l'on a à ce sujet en ce moment et depuis quelques temps, ce serait vraiment surprenant que ce soit vraiment moins bien que ça. Il y a beaucoup de doutes à ce sujet, je peux le comprendre. Mais bon, il faut bien retenir qu'autant ces dernières années, on avait un certain ralentissement, que ce soit au niveau des GPU ou des processeurs, ça stagnait pas mal. On avait des petits gains de perf de 20 à 30% côté GPU à chaque génération, c'était le côté tranquille pépère pour Nvidia, c'était assez simple à faire, c'était assez simple à segmenter. On avait un AMD complètement à la bourre, c'était simple de faire comme ça, tout comme c'était simple côté processeur pour Intel de ressortir quasiment le même processeur depuis une dizaine d'années. Mais depuis qu'AMD est revenu dans la course, on a clairement une accélération, on a clairement un retour de la compétition côté CPU et côté GPU, avec aussi l'arrivée d'Intel côté GPU. Du coup, les trois marques ont tout intérêt à continuer d'innover le plus possible. Pour AMD, ce sera le multi-chip, Nvidia aussi d'ailleurs, à terme, c'est juste que pour l'instant, ils n'en sont pas encore là. Ils vont faire ce qu'ils peuvent au mieux avec une très grosse puce, apparemment, pour les RTX 4000. Très grosse puce qui devrait consommer énormément, tout comme Intel a fait une grosse puce qui consomme énormément côté processeur, avec son 12900K par exemple. Avec un reste de la gamme beaucoup plus raisonnable, je pense que pour les RTX 4000, on aura un petit peu le même schéma, quelque chose de vraiment très gourmand et qui chauffe énormément pour le haut de gamme sur Lovelace, avec quelque chose de plus raisonnable en dessous. Mais bon, dans l'ensemble, on s'attend quand même à ce qu'AMD ait une avance confortable au niveau des performances brutes sur cette future génération de GPU par rapport à Nvidia. Donc bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur les news de cette dernière semaine, depuis ma dernière vidéo sur les Intel Core 12. D'ailleurs, cette vidéo semble vous avoir plutôt plu, ça fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, vous savez quoi. N'hésitez pas à passer sur Discord pour discuter avec les autres vieux cons. Faut pas avoir peur, on est gentil. et également, n'hésitez pas à passer sur le stream si je restream un jour, un de ces quatre, ça devrait arriver. Je devrais avoir beaucoup plus de temps libre d'ici quelques temps. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite, à la prochaine, salut.